Bonsoir à toutes et à tous et merci de participer donc à la présentation des résultats annuels 2022 de la société, Philop Media. Avant de passer la parole à Manuel Berland, le président directeur général et Aurélien Griot, directeur général délégué, un petit mot pour vous préciser que vous aurez la possibilité de poser vos questions à l'issue, de la présentation. Pour ce faire, c'est très simple. Vous saisissez votre question dans le module de chat et je pourrai ensuite relayer cette question au management de la société. Voilà, messieurs, je vous laisse la main sur la présentation et donc présenter vos résultats. Merci à tous. Merci Thomas, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Étant donné qu'on va avoir effectivement un profil dans l'audience qui peut être assez diversifié avec des gens qui nous connaissent très bien, des gens qui nous découvrent, je propose de faire une présentation synthétique depuis le début, qui sera à la fois intéressante pour les nouveaux venus et pas trop rébarbative pour ceux qui nous connaissent déjà. Donc, effectivement, c'est une histoire d'être humain. Philop Media avant tout, on est une équipe soudée, complémentaire, composée de 4 cofondateurs actionnaires. Donc, comme l'a dit Thomas, je suis Manuel Berland, président, directeur général et cofondateur. Donc, je suis Aurélien Griot, bonjour. Je suis directeur général délégué et également cofondateur. Julien Rabin, qui est notre directeur commercial. Et enfin, Quentin Michetti, directeur technique. Voilà. On a des valeurs en fait assez simples. Aujourd'hui, on est une équipe qui est engagée, qui travaille, qui est réactive et qui est forcément effectivement très ambitieuse, ce qui depuis quelques années nous a amené là. Philop Media aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est assez simple. On installe ou on exploite des écrans sur les pompes à essence. Alors soit on les exploite parce qu'ils sont déjà présents au cœur du matériel, comme vous pouvez le voir là sur les images, les écrans 11 pouces avec lesquels on a démarré, qui n'existent quasiment plus. Les écrans 19 pouces qui sont à l'intérieur de la pompe, qui effectivement sont l'évolution de l'image précédente. Et les écrans 22 pouces que nous avons installés aujourd'hui sur à peu près 200 stations-service, Carrefour et Total. Les autres écrans sont des écrans effectivement 19 pouces. Philop Media, donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? On exploite et on installe ces écrans gracieusement. Et ensuite, on va générer des revenus par la vente d'espaces publicitaires à des annonceurs locaux, régionaux ou nationaux. Depuis le début, on a été connoté d'une manière assez positive, à la fois par une forte croissance et une forte rentabilité. Ça nous a valu une 155e place au palmarès des 500 champions de français de la croissance et une 436e place parmi les 1000 entreprises européennes connaissant la plus forte croissance, qui est plutôt une belle distinction. Notre historique, on a démarré à 4 en 2011. On a pris effectivement en régie un parc d'écrans qui était déjà installé au sein des pompes. Vous les avez vus tout à l'heure, c'était les écrans 11 pouces. C'était l'écran qui servait aussi de terminal de paiement bancaire et de choix de carburant. Donc au moment du décroché de pistolet, ça nous a permis effectivement de déployer nos premières publicités qu'on vendait effectivement à des annonceurs locaux, régionaux ou nationaux. De 2011 à 2015, on a eu un principe assez simple qui était de faire doubler chaque année le chiffre d'affaires. Donc on avait fait 120 000 euros de chiffre d'affaires la première année. Et à partir de 2015, on était quasiment à 500 000 euros de chiffre d'affaires. On a fait une première levée de fonds qui nous a permis de démarrer des pilotes chez Carrefour et Total et surtout d'installer dès 2016 les 30 premières stations chez Agip. Le chiffre d'affaires a globalement augmenté à cette période-là, puisqu'il frôlait les 680 000 euros de chiffre d'affaires. En 2017, on a fait une seconde levée de fonds auprès d'entrepreneurs lyonnais, une levée de fonds beaucoup plus conséquente, qui nous a permis d'installer notre solution sur 100 hypermarchés chez Carrefour et l'année suivante au sein de 100 stations chez Total. Ce qui est le fait marquant à noter, c'est qu'entre 2016 et 2019, on a connu 660% de croissance. On est passé de 680 000 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'année suivante, c'est une année catastrophique pour beaucoup, le Covid 2020. Nous, on a simplement été privés de croissance, c'est-à-dire qu'on a fait le même chiffre d'affaires qu'en 2019, malgré 4 mois d'arrêt, ce qui prouve quand même la résilience du modèle et l'intensité et la volonté de l'équipe à ne jamais lâcher. À partir de 2020, pour vous donner un ordre d'idée, aux alentours de 2020, on était, je crois, 40-45 collaborateurs, quelque chose comme ça. 2021, on est reparti de manière assez fulgurante, puisqu'on a connu une année assez intense,
avec une croissance qui est effectivement assez intéressante, à 6,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a poursuivi sur cette tendance à partir de 2022, où on a continué à croître à la fois en termes de chiffre d'affaires, de collaborateurs, une croissance qui se matérialise par 7,3 millions d'euros de chiffre d'affaires à parc constant, c'est-à-dire sans installation supplémentaire, ce qui signifie qu'on continue à remplir petit à petit nos écrans et le seuil maximum de remplissage. 49 collaborateurs, mais vous verrez, on y reviendra un petit peu plus tard. Non, c'est bon. Au niveau de la solution, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est assez simple. On est avant tout une régie publicitaire, avec 50% de l'effectif qui sont des commerciaux, qui sont dédiés à aller démarcher les annonceurs locaux, régionaux. On produit aussi les contenus de nos annonceurs pour être plus réactifs et diffuser très, très rapidement. On gère aussi le réseau, c'est-à-dire qu'on a une volonté de superviser notre réseau et de s'assurer de sa bonne santé. Les installations ou la supervision terrain est bien évidemment déléguée à des spécialistes que sont Tokheim ou Madik. Et depuis 2021, en fait, depuis le 2022, pardon, on a lancé une nouveauté, c'est-à-dire qu'étant donné qu'on produit plus de 3000 contenus pour nos annonceurs, on a eu l'idée de programmer également ces contenus sur les réseaux sociaux, sur différents supports sur Internet, ce qui nous permet de générer du chiffre d'affaires complémentaire et de toujours proposer plus de produits à nos annonceurs locaux et régionaux essentiellement. Le modèle et ses atouts, il est assez simple. Je vais même le vulgariser encore un petit peu plus. Quand on va voir une entité comme Carrefour, on lui propose une solution qui est assez simple. On vous met en place gracieusement nos écrans. On vous accorde 25% de l'espace publicitaire, c'est-à-dire 3 fois 10 secondes. On va se réserver 75% de la boucle publicitaire, c'est-à-dire 9 fois 10 secondes, pour aller le vendre à des annonceurs locaux, régionaux ou nationaux. On va réaliser l'ensemble du temps de parole qui est dédié à l'enseigne pour lui créer ses contenus sur de la promotion, sur du service, sur ce qu'elle veut. On va lui reverser une quote-part du chiffre d'affaires qui est généré et en contrepartie, on lui demande 2 choses. Une exclusivité sur tout autre média dans la station, c'est-à-dire que sous le haut-vent, on ne veut personne d'autre que nous, peu importe, il fait ce qu'il veut après sur le parking, et un contrat de 6 ans d'exploitation sur lequel, effectivement, comme je viens de le dire, on est tout seul. Voilà. Pour rappeler un peu l'historique du parc, en 2011, on a démarré avec 400 stations-service qu'on n'avait pas choisies, qui étaient des stations effectivement sur lesquelles Tokheim opérait. On a effectivement installé nos premières stations avec nos propres écrans à partir de 2016 chez Agip. Et on a ensuite installé 100 stations complémentaires au sein des plus grands hypermarchés Carrefour et 100 stations sur les plus grandes stations Total Énergie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous disposons d'un parc de 4000 écrans répartis sur 630 stations-service. C'est des lieux stratégiques à fort trafic. Ça nous permet de toucher chaque semaine 4 millions d'automobilistes. On va se faire un focus très rapide sur la ligne que vous voyez tout en bas, sur le levier de croissance captif. Les 230 stations que nous avons équipées avec notre solution, nos écrans 22 pouces, représentent 72% du chiffre d'affaires. Ça vient effectivement, c'est une certaine forme de réjouissance pour nous parce que la vision qu'on avait depuis très très longtemps, en fait, ça nous permet de se dire qu'on a eu raison, on a eu bien raison de le faire et qu'aujourd'hui, c'est un pari qui est totalement pérenne, qui est fructueux et qui nous permet effectivement d'être convaincus que notre pari pour le futur, il va être couronné de succès. Aujourd'hui, à qui on vend la solution? Pardon, excusez-moi, on a eu un petit souci. À qui on vend la solution? À notre espace publicitaire, à qui la régie délivre la proposition de valeur? En fait, aujourd'hui, on a un portefeuille client, qui est composé de 3200 entités en fait, qui sont différentes, principalement regroupées sous 5 catégories: les artisans, les commerçants, les restaurateurs, quel que soit le type de restauration, l'automobile, l'immobilier, le loisir, qui est bien évidemment assez vaste, puisqu'on va aussi bien adresser la salle de gym que le bowling, que le karting. Voilà. On a un modèle de croissance qui est résilient. Bien évidemment que le Covid l'a prouvé, et il n'y a pas à revenir dessus parce qu'on est un petit peu les extraterrestres de notre secteur d'activité où globalement, on délivre cette promesse d'avoir une activité qui est croissante, qui ne va pas connaître des moins 45, moins 35 comme certains très très grands acteurs, parce qu'on a un portefeuille qui repose sur une multitude d'entités.
Les annonceurs locaux et régionaux en 2022, ça représente 90% de notre chiffre d'affaires. On a une clientèle d'annonceurs nationaux qui nous permet effectivement d'offrir une forte complémentarité, un relais de croissance complémentaire. Donc, ces annonceurs nationaux, c'est 10% du chiffre d'affaires en 2022. C'est un référencement auprès des plus grandes centrales d'achat, les plus connues, par exemple, Havas ou Publicis. Et là, on voit qu'effectivement, on a des clients qui en sont assez variés aussi. C'est l'automobile, ça va être l'assurance, ça va être des prestataires de services comme Orange, ça va être le monde du loisir avec Basic Fit, etc., etc. On a effectivement beaucoup d'autres exemples, mais on va dire qu'on se concentre essentiellement sur ces annonceurs-là. Ensuite, on a une équipe structurée pour accompagner la croissance future, et on va le dire que c'est vraiment l'essence et l'ADN de notre réussite. Les hommes, les femmes qui composent notre société et nos services. 50%, je vous l'ai dit, c'est des commerciaux. On a à peu près 24-25 commerciaux aujourd'hui qui adressent à la fois globalement les grands comptes, 3 commerciaux qui sont spécialisés sur effectivement les grandes agences à Paris, une direction de la télévente qui est à la fois spécialisée pour le démarchage, mais également pour fidéliser nos clients locaux. Et puis, beaucoup effectivement de commerciaux qui sont dédiés au commerce local pour aller adresser tous les 5 secteurs que j'ai évoqués tout à l'heure. On a une équipe de marketing digital et de motion design, donc ils sont 8. C'est eux qui produisent plus de 3000 contenus chaque année. On a un service technique transverse de 2 personnes qui aujourd'hui coordonnent l'ensemble des installations que nous menons sur le terrain, que ce soit pour une installation ou pour une révision du matériel tout simplement. Donc à date, à fin décembre, on était 49 collaborateurs versus 42 à fin décembre 2021. On a une démarche RSE qui est forte depuis le départ, puisque la conviction qu'on avait, c'est qu'on voulait absolument remplacer le papier qui était assez présent en station, qui était mal entretenu, qui traînait des fois un petit peu sur la route ou qui se déchirait, etc. Avec la volonté de se dire aujourd'hui, on a des écrans qui consomment peu et ça permettra de remplacer tout ce qui est imprimé et ça permettra également d'avoir une réactivité plus intéressante. Depuis le début, on contribue au dynamisme économique local, puisqu'on incite notre audience à consommer local, que ce soit effectivement pour commander un certain nombre de produits, pour aller réviser son véhicule. On incite plutôt à aller chez le garagiste, chez le concessionnaire, plutôt que de commander sur Internet. Une plus grande visibilité des acteurs locaux, donc forcément, en contribuant à l'augmentation du chiffre d'affaires, on contribue également à l'emploi en local. En interne, on a une culture qui est ouverte et qui est collaborative et qui incite vraiment à propulser les collaborateurs qui sont déjà là à occuper des fonctions plus importantes. Aujourd'hui, on a 60% du management qui est féminin, donc ce n'est pas voulu, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement par la compétence. Et on a un CODIR aujourd'hui qui est composé de 3 femmes sur 7 membres. Voilà. L'engagement sociétal quotidien, là, pour le coup, effectivement, on a la volonté de se dire, quand on a de l'espace qui est vide, autant l'octroyer à des grandes causes. Alors, c'est des grandes causes, effectivement, nationales, ça peut être des grandes causes, effectivement, locales. Et puis surtout, on a un partenariat structurant avec le ministère de la Justice pour faire en sorte que dès qu'il y a une alerte enlèvement, on puisse, sur ordre du procureur de la République, diffuser une alerte sur une zone bien définie. Je vais laisser la parole à Aurélien qui va vous commenter les résultats annuels marqués par une croissance de l'activité. Merci Manuel. Donc effectivement, comme on a pu communiquer précédemment, on poursuit notre historique de croissance, notamment la croissance du chiffre d'affaires. On voit qu'on a un chiffre d'affaires sur 2022 qui est de 7,3 millions d'euros contre 6,8 en 2021, donc une bonne progression de 8,1%. Manuel vous l'a dit et on le voit en fait sur le graphique un peu à côté. On voit que la croissance du chiffre d'affaires, elle se fait par palier. Le palier, en fait, c'est tout simplement à chaque fois qu'on vient ajouter un nouveau réseau. Entre 2018 et 2019, on a l'ajout de Carrefour. Entre 2020 et 2021, on a l'effet année pleine du réseau total. La petite particularité pour 2022, c'est qu'on a une croissance de 8% qui est vraiment purement organique. Donc, on n'a pas de nouveaux écrans. Donc, comme Manuel le rappelait tout à l'heure, meilleure utilisation de notre parc existant avec un taux de remplissage qui progresse.
L'EBITDA, traditionnellement, il suivait la croissance du chiffre d'affaires. C'est un peu faux cette année, où effectivement, on a anticipé la croissance future et les nouveaux contrats qu'on souhaite déployer sur 2023-2024 en recrutant un peu plus. Donc, on a une augmentation significative des charges de personnel et des charges opérationnelles. Alors, les charges opérationnelles qui progressent de 25% cette année, mais c'est principalement dû en fait à l'augmentation des charges de personnel de l'ordre de 0,6 millions d'euros. L'EBITDA et l'EBITDA retraité, de ce fait, est en baisse par rapport à l'année précédente, avec un EBITDA pour 2022, un EBITDA retraité qui s'établit à 616 K euros. Le résultat net cette année est une perte par rapport à un léger profit en 2021, fortement impacté, comme je vous le disais, par les charges de personnel et les frais de structure qui sont en hausse, mais également par les coûts liés à l'IPO, notamment avec des frais financiers liés à des contrats obligataires avant l'IPO. Manuel, je te laisse continuer sur les partenariats qu'on a signés sur 2022. Voilà, donc on va passer rapidement parce que globalement, c'est quelque chose que vous avez déjà retrouvé sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Ça a été largement commenté et présenté. Pour être synthétique, on a signé avec JCDecaux et sa plateforme View, qui est une plateforme de programmatique mondiale qui travaille avec beaucoup d'acteurs, ce qui nous permet globalement d'envisager un certain nombre d'opérations communes, multi-réseaux, et effectivement de le faire avec JCDecaux, qui est leader de la communication extérieure mondiale. C'est plutôt effectivement quelque chose qui est très intéressant et gratifiant pour nous. En termes de diversification, on avait aussi prévu d'aller au-delà de la station-service, d'entretenir des prolongements naturels. Donc, on l'a fait fin 2022 avec Immedia Center. Immedia Center, c'est la régie en fait du groupe Auchan, qui dispose de plus de 500 écrans digitaux répartis sur 65 galeries à travers la France. Donc là, c'est pareil, c'est une marque de confiance. Sachez que c'est un appel d'offres que nous avons remporté. Et on l'a remporté face à des très gros sur le marché français. Je ne donnerai pas le nom parce qu'il n'y a aucune justification à mettre quelqu'un un petit peu la tête sous l'eau. Ça ne nous ressemble pas. Mais en tout cas, on est fiers quand même d'avoir remporté face à des plus gros que nous. Et puis, vous l'avez vu, il y a 4-5 jours, on a annoncé un partenariat similaire avec InStore Media. C'est le leader du DOH retail, notamment en France. Ils sont présents dans 9 pays. Il y a plus de 60 enseignes qui sont clientes. Et en France, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont à peu près 1350 écrans qui sont répartis dans plus de 300 galeries marchandes. Et il y a plus de 15 millions de shoppers touchés par semaine. Donc, ces deux entités-là sont très différentes parce que Immedia Center, c'est 65 entités avec une audience supérieure, 21 millions répartis sur le territoire. En revanche, InStore Media, c'est beaucoup plus de points de répartition. Et ça, c'est quand même assez intéressant pour nous parce que il n'y a pas que l'audience, il y a aussi la couverture que vous avez sur le réseau, ce que vous pouvez proposer. Et c'est un effort commercial pour nous qui est assez faible finalement, puisqu'on a déjà les équipes qui sont en place. Ça convient en premier lieu à le proposer à nos clients, à leur proposer une solution complémentaire. Je vous le dis, plus on leur place de produits, plus ils sont fidèles, ce qui est un peu logique parce qu'on vient finalement à gérer leur communication locale. Et ça revient effectivement pour nous aussi de dire, ça fait une corde dans notre arc, dans la conquête client, les futurs clients, pour leur proposer à la fois des solutions qui proposent de la notoriété, c'est ce qu'on fait depuis des années sur nos écrans, mais également de la possibilité d'être encore plus visible et de générer du drive to store avec des entités, des produits comme ça. Stratégie et perspective. Je vous rassure, on arrive bientôt à la fin de la présentation. Aujourd'hui, notre volonté est assez simple. On veut être le leader de la communication digitale extérieure en station-service en Europe, mais pas que. Ce qu'on a promis lors de notre introduction en bourse, c'est d'installer 550 stations supplémentaires. Je vous rassure, on y travaille activement. J'espère être en mesure de vous annoncer de très bonnes nouvelles prochainement. Et la volonté d'aller à l'international à partir de 2026. Pourquoi si tard? Parce qu'en fait, on préfère conquérir correctement la France, avoir les poches pleines, avoir des ressources un petit peu conséquentes pour pouvoir s'implanter en Europe. Et on sait qu'effectivement, s'implanter à l'international, c'est jamais facile et qu'il faut pouvoir se permettre le luxe de faire quelques erreurs sans être trop juste d'un point de vue des liquidités. Ensuite, on veut diversifier les sources de revenus. On veut développer une approche digitale. On l'a déjà commencé aujourd'hui. Chaque client qu'on démarche, on lui propose à la fois notre solution en station-service, mais notre solution également sur les réseaux sociaux qui permet au niveau local d'avoir une couverture très, très efficace. Et enfin, on veut devenir le média de la mobilité automobile multi-énergie. On est les leaders sur le thermique, on prépare quelques solutions avec des partenaires sur l'électrique et on guette aussi d'un œil avisé tout ce qui pourrait se passer sur l'hydrogène, mais également sur les e-carburants, car vous l'avez vu,
la fameuse guillotine que tout le monde avait au-dessus de la tête avec l'interdiction du thermique en 2035 n'a pas du tout été ratifiée. Et on sait qu'aujourd'hui, on pense que bon nombre d'acteurs vont mettre toute leur énergie sur les e-carburants parce que ça permettrait effectivement, globalement, à chacun d'avoir accès à une énergie non polluante avec des infrastructures qui sont déjà en place et des véhicules qu'on n'aurait pas besoin de renouveler. Voilà. Donc, dans tout ça, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une position où on développe tout un tas de choses. On ne s'engage pas parce qu'il est nécessaire d'attendre encore peut-être quelques mois, voire encore 1 ou 2 années. En synthèse, ce qu'on peut se dire globalement, c'est que pourquoi avoir confiance en nous, pourquoi investir chez nous, hein. Vous l'avez vu, on est des gens effectivement, déjà on a un concept qui est unique en France, qui offre une fiabilité d'audience assez conséquente. On a des barrières à l'entrée qui sont fortes. La plus forte pour moi, c'est 3000 clients locaux, régionaux et nationaux, parce qu'effectivement, nos clients, notre business, il ne repose pas sur une cinquantaine ou une centaine de clients. C'est des contrats de 6 ans. On a vu qu'on était aussi résilient. Le Covid l'a clairement prouvé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause. On a passé le Covid sans décroissance. Et on a un modèle de croissance finalement avec tout ce business model qui est assez prédictible, qui peut être duplicable à l'international, parce qu'à l'international aussi, ils ont des voitures. On a un management soudé, et je vous dis, je pense qu'il y a notre première force qui nous a permis vraiment, très clairement, d'aller vite et d'aller aussi loin jusqu'aujourd'hui. On a des perspectives ambitieuses et assurées. Aujourd'hui, c'est un CAGR du chiffre d'affaires de l'ordre de 40% de 2021 à 2025. La volonté de réaliser un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros et une marge d'EBITDA retraitée supérieure à 35%. Et tout cela au horizon 2025. Une diversification des revenus à travers Digital Ad, mais vous l'avez vu également au travers des conquêtes qu'on a pu faire au sein des centres commerciaux avec eMedia Center et InStore Media. Et on est un média engagé dans la transition écologique parce qu'on veut se développer sur l'ensemble des supports multi-énergie, qu'ils soient électriques, hydrogène ou voire même auprès des e-carburants. La feuille de route, elle est assez simple. Je vous laisserai tranquillement relire parce que de toute façon, cette version, l'enregistrement sera disponible en replay. Je ne vais pas vous commenter 2021, je me focus sur 2022-2023. L'idée, c'est de rajouter 350 stations assez rapidement pour tout simplement, globalement, continuer notre croissance. D'assurer un CAGR du chiffre d'affaires de l'ordre de 40% et d'atteindre 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la partie diversification. Voilà. Et en 2025, l'idée tout simple, c'est de rajouter 200 stations-service complémentaires en France. Donc en 2025, de disposer au total de 550 stations-service, soit à peu près 1180 stations au total. Et ça aura pour conséquence de nous permettre de délivrer un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros avec une marge d'EBITDA retraitée à 35%. Voilà. Donc, concrètement, nous en avons fini. J'espère avoir été effectivement assez intéressant, et pourquoi pas passionnant. On est à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation dynamique. On a pas mal de questions et la première et la suivante, vous annoncez des résultats en croissance. Néanmoins, comment vous expliquez le repli du cours de votre action de près de 40% depuis votre IPO? Alors, c'est très simple et merci à la personne qui pose cette question parce que c'est peut-être la question qu'on nous a le plus posée ces derniers mois à laquelle on n'a jamais pu répondre. En fait, chez nous, tout va très bien. Il n'y a aucun souci, effectivement. La seule chose, c'est qu'on a nos actionnaires historiques, donc une personne individuelle qui a quelques pourcentages du capital, c'est pas le plus gros, hein, c'est quelqu'un qui suit dans la moitié, et qui, globalement, en fin d'année dernière, a eu un besoin de liquidité pour un autre business, et nous a demandé de lui racheter une partie de ses actions pour un montant de 500 000 euros. Donc on lui a dit qu'effectivement, il fallait attendre encore quelques mois, parce que la plupart des actionnaires avaient un lock-up à fin juin, et qu'à ce moment-là, on montrait une syndication, une vente en bloc, pour tout simplement faire en sorte, si quelques personnes souhaitaient effectivement vendre avec lui en bloc, ça aurait été tout à fait possible. C'est quelqu'un qui n'a pas souhaité suivre notre conseil et qui nous a dit, puisque c'est comme ça, moi je vais vendre tout seul, de mon côté. Et peu importe ce qui se passe, puisque vous ne voulez pas me trouver une solution, vous ne pouvez pas. Et on lui a dit, non, on est vraiment désolé.
C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, ce n'est pas possible. Donc, il s'est mis à vendre tout seul, de manière désordonnée de son côté, ce qui a effectivement, sur notre profil, avec globalement peu de flottants, entraîné une chute lente de notre action. Je rappelle qu'on était quasiment remonté au cours d'introduction début janvier. Et on a un dégringolé, en fait, petit à petit, comme ça, jusqu'à atteindre globalement 4,50, 4,60. Le communiqué sur une store média a provoqué un effet assez intéressant, parce que ça nous a permis de remonter à 6 euros au cours d'aujourd'hui, si je me trompe pas. Donc voilà, on est simplement victime d'une personne qui a décidé de faire cavalier seul, qui s'est arrêté maintenant à peu près il y a 3 semaines, qui a compris qu'il n'y avait aucun intérêt et qu'en fait, globalement, il a fait dévisser le cours et que globalement, il a très très peu vendu. Et qui, globalement, maintenant va patienter jusqu'à la fin du lock-up des autres actionnaires. Et bon, il n'y en a pas beaucoup qui veulent sortir, très clairement, les actionnaires historiques, qui veulent suivre l'aventure avec nous parce qu'ils sont convaincus qu'on a encore un petit peu de valeur à aller chercher. Voilà. Et bon, ça permettra de faire effectivement de monter une vente en bloc et d'atteindre effectivement son objectif à lui. Voilà. Mais malheureusement, je suis navré à la fois pour vous, à la fois pour nous, mais sachez qu'en fait, tout va très bien chez nous. On a juste été victime d'une mécanique technique. Voilà. D'accord. J'espère avoir bien répondu à la question. Ouais, je crois que c'est assez clair, merci. On a une autre question. Où en êtes-vous dans vos négociations sur la signature de nouvelles stations et ou des extensions, futurs renouvellements avec vos partenaires GMS ou pétroliers? Alors aujourd'hui, on a effectivement on a pâti d'un petit retard, et ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire, tout simplement parce que on a, dans l'environnement GMS ou pétrolier, on a tout un tas d'entités qui avaient un petit peu mieux à faire que se préoccuper de ces sujets-là, qui étaient axés beaucoup de sujets sur l'énergie, sur la transition, etc. Donc, on a, à partir du début d'année, relancé tout un tas de négociations. J'en ai quelques-unes là qui devraient aboutir globalement sous, on va dire sous 15 jours, 3 semaines à peu près. Voilà. On a tout un tas de choses qui devraient aboutir à la fois avec des partenaires, mais aussi de nouveaux entrants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des demandes de l'ensemble du marché, parce qu'on est vu comme une solution qui, à la fois, permet d'octroyer du temps de parole et rentre parfaitement dans une stratégie de diminution en fait, du prospectus. Pourquoi Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous savez que toutes les grandes surfaces ont annoncé qu'elles arrêtaient ou diminuaient fortement la distribution de prospectus, et que par le fait d'octroyer 3 fois 10 secondes à toutes ces entités-là, en fait, on rentre dans un mécanisme où, par le digital, par la publicité sur le parking, etc., on rentre dans une mécanique où finalement on réduit le domaine du prospectus, et en plus on leur apporte des revenus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on discute avec l'ensemble des entités de la distribution de carburant, que ce soit GMS ou des groupes pétroliers. Merci beaucoup. Alors, une question sur les charges de personnel. Vous étiez 49 fin 2022. Combien êtes-vous aujourd'hui et quel sera l'objectif fin 2023? Alors, on était effectivement 49, on est 50 aujourd'hui. On a recruté un crédit manager qui nous a rejoint pour structurer un peu notre poste client, charge qu'on assumait aujourd'hui avec ma responsable financière et moi-même pour les quelques clients qui ne payaient pas à terme. On prévoit en fait à fin 2003, ça va dépendre des ouvertures de réseau. Si, comme on l'avait annoncé lors de l'IPO, à chaque ouverture de réseau, on ne va pas doubler, à chaque fois qu'on double notre réseau, on ne va pas doubler l'effectif de la société, même d'un point de vue commercial. Donc on sait qu'à chaque réseau d'une centaine de stations, on va rajouter 4 ou 5 commerciaux pour vraiment mieux densifier les zones. Donc on peut tabler, comme Manuel le disait, sur environ 250-300 stations cette année. Donc on rajouterait une quinzaine de personnes sur fin 2023. D'accord. Une question sur la marge brute 2022. Est-ce que c'est un indicateur que vous disclosez? Et si oui, est-ce que vous pouvez donc donner la marge brute 2022 en masse et en pourcentage du chiffre d'affaires? Alors c'est pas un indicateur sur lequel on communique malheureusement. D'accord. Alors j'ai une autre question sur les indicateurs financiers. Quels sont les éléments clés de votre tableau de financement, cash flow, CAPEX, variation de BFR et de bilan?
Alors, je vais sortir le tableau de TFT que je ne connais pas par cœur. Est-ce qu'on peut faire une autre question en attendant que je trouve les Bien chiffres? sûr, bien sûr. Alors, on a une autre question. Quel est le prix de l'action à l'heure actuelle? Ça, c'est facile. 6 euros sur la Le cours clôture est à toujours. 6 €, ouais, à la clôture d'aujourd'hui. On a une question de Fabrice qui demande s'il y a une levée de fonds qui est prévue d'ici 12 à 18 mois. Non, très clairement pas pour l'instant, c'est pas l'objectif. Aujourd'hui, en fait, l'introduction en bourse et globalement les enveloppes de dette qu'on a négociées avec BPI et 4 partenaires bancaires devraient nous permettre de pouvoir effectivement installer les 350 stations que j'évoquais tout à l'heure. Donc, de ce fait, j'ai envie de dire, on n'en a pas la nécessité absolue. Il n'est pas dit qu'effectivement, si jamais, je ne sais pas, fin 2023, on a une opportunité, je ne sais pas, sur des stations électriques ou toute autre chose, hein, qu'on n'ait pas recours au marché, mais en tout cas, à date, ce n'est pas prévu dans les plans. C'est pas prévu, d'accord. Thomas, je peux enchaîner sur le TFT Oui, bien si sûr, bien sûr. Bah, tu le j'en souhaites. profite, il y a une autre question qui peut aller avec, c'est sur la trésorerie. Est-ce que vous avez l'indicateur de trésorerie au 31 décembre 2022? Bien sûr. Là, alors, je réponds à la plus simple. La trésorerie, elle est à 3 millions d'euros au 31 décembre, trésorerie nette. On a donc dans les flux de trésorerie liés à l'exploitation, on est à l'équilibre, on est à moins 26 000 euros cette année. On a des flux de trésorerie liés à l'investissement qui sont de 2 millions, principalement les frais liés à l'IPO. Essentiellement, on n'a pas de nouveaux de CAPEX liés à du développement de réseau. On a effectivement des flux de trésorerie liés au financement avec l'augmentation de capital de 6,7 millions d'euros, ce qui nous fait une variation de trésorerie de 4,6 millions. D'accord, merci Aurélien. Une question de Nicolas qui demande si vous avez déposé une marque sur votre concept et si vous visez les stations en Europe également. Alors oui, effectivement, la première question, attendez, je ne la vois plus là du coup. La première question, oui, effectivement, on a déposé une marque et bien évidemment, effectivement, on a la volonté de se déployer en Europe, soit sur des segments pétroliers et GMS. Il faut savoir qu'en Europe, c'est un peu différent. Si vous prenez par exemple le cas de l'Allemagne, il y a beaucoup de GMS qui n'ont pas du tout de station. Et puis on va en station-service pour faire beaucoup d'autres choses que mettre du carburant. C'est-à-dire que c'est souvent des petites supérettes, c'est souvent les bureaux de tabac. La plupart des bureaux de tabac, en fait, sont des stations-service. Voilà. Donc, là, si vous prenez par exemple l'Allemagne, effectivement, c'est un marché qui est beaucoup plus axé sur la station-service de pétroliers, quelle que soit la marque, que ce soit Shell, Total ou autre. D'accord. Justement, sur les pétroliers, est-ce que vous pouvez donner la date exacte de l'échéance du contrat? D'une part, celui avec des contrats de 6 ans qui sont signés avec Carrefour et Total. Alors Là, aujourd'hui, vous donnez. avec Carrefour, on est sur un contrat qui arrive à échéance en décembre 2023, mais sur lequel, globalement, en fait, on est en train de négocier d'avoir 2 ans de plus sur ce parc-là. Voilà, D'accord, très clairement, ça, c'est les données que je peux donner. Pour plein de raisons, en fait, c'est que globalement, c'est des installations qui augmenteraient la rentabilité et la profitabilité de chacun. Donc, moi, si j'étais effectivement dans l'assistant, je me dirais, je paniquerais en me disant, mon Dieu, en décembre, c'est demain, qu'est-ce qui peut se passer s'ils ne renouvellent pas? Et vous auriez tout à fait raison de le penser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à fin décembre 2023, on sort de notre contexte initial. Et il y a tout un tas d'éléments, en fait, qui font que globalement, on viendrait augmenter de manière très, très sensible, en fait, la rentabilité pour chacun, à la fois pour Philippe Media et pour le partenaire. Donc, aucune raison pour une entité ou une autre de résilier. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est qu'eux, ils y ont intérêt parce qu'en fait, ils ont 3 fois 10 secondes sur lesquels ils mettent en avant, entre guillemets, les 3 produits phares du prospectus. On sait que ça connaît un succès assez important en magasin. Voilà. On est quand même les seuls aussi à faire ça en France, il faut aussi le rappeler. Et enfin, je tiens à dire qu'au bout de 6 ans, on a nos écrans, si on fait une mesure, qui ont un taux de disponibilité de 99,2% chez Carrefour. Ce qui veut dire qu'on a un matériel en fait qui effectivement a fonctionné quelques années, qu'on a bien entretenu, du matériel de haute qualité, et là on voit aujourd'hui que ça sert, et qui va encore servir quelques années supplémentaires, sur lequel globalement, je vous dis, on aura effectivement tout un tas d'éléments financiers très intéressants pour les uns comme pour les autres. Avec pas de CAPEX à financer, en fait. Pas de CAPEX ouais. à refinancer, notamment à terme du contrat. Donc c'est très lucratif pour tout le monde. Voilà.
Pour Total, Thomas, on n'a pas répondu parce que la question elle portait également sur Total, me semble-t-il. Total, on a un décalage en fait d'1 an et demi parce que le contrat s'arrête en fait au 1er mai 2025. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question dans la même veine. Est-ce qu'il y a un partenariat qui est prévu avec les enseignes du groupe Leclerc? Ça, je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure d'en parler dans le détail. Pour répondre à Fabrice, ce que je peux dire à Fabrice, en tout cas, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis en contact avec l'ensemble des entités, globalement, l'ensemble des entités, que ce soit des GMS ou des pétroliers, et qu'effectivement, vous en doutez bien, des fois, plus c'est gros, plus on aura intérêt à nouer des partenariats assez intéressants. Voilà. On a une question sur la tendance du chiffre d'affaires du premier trimestre. Je rappelle que la prochaine publication financière, elle aura lieu le 19 septembre. C'est la publication du chiffre d'affaires du premier semestre, donc des revenus jusqu'au 30 juin. Est-ce que vous pouvez donner une tendance sur le chiffre d'affaires du premier trimestre? Malheureusement, on ne communique pas sur nos chiffres d'affaires trimestriels, donc on n'a pas vraiment le droit de parler de tendance. Donc j'invite tout le monde à se connecter en septembre, fin septembre, pour la communication de notre chiffre d'affaires de S1 2023. Mais si la volonté peut-être est de rassurer tout le monde, je peux juste vous dire qu'on fait mieux que l'année dernière. Mais je n'en dirai pas plus. C'est noté. Et est-ce que vous avez des objectifs financiers sur l'année 2023, que ce soit en termes de revenus ou d'EBITDA? Non, notre objectif, c'est 2025, c'est 26 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge d'EBITDA retraitée à 35%. L'idée, c'est de faire effectivement encore une belle croissance sur 2023, d'accentuer très nettement, en fait, d'avoir pas loin d'un doublement de chiffre d'affaires sur 2024 et d'arriver effectivement à fin 2025 avec ce qu'on a promis au marché. On a une double question de la part de Nicolas. Est-ce que vous avez un indicateur de retour sur investissement pour vos clients et plus particulièrement sur les petites enseignes, puisqu'on a vu que vous aviez 90% de l'activité qui est réalisée auprès des plus petites enseignes, des annonceurs locaux. Alors, la question, en fait, mériterait d'être précisée parce qu'effectivement, le début de la question laisse penser que les clients, est-ce qu'on parle d'annonceurs ou de GMS? Mais là, j'ai l'impression que sur les petites enseignes hors groupe, j'ai l'impression soit on parle soit le monsieur est un annonceur ou veut une information, un annonceur, ou veut cette tendance-là pour les enseignes de la grande distribution. Je vais peut-être répondre un petit peu sur les deux. Sur la grande distribution, on n'a pas de notion précise parce qu'en plus, c'est des données qui sont confidentielles. On sait simplement que quand on a, par le passé, fait quelques tests, on a connu des augmentations. Ça nous est arrivé de diffuser de la publicité, par exemple, pour de la mozzarella. Et on avait vu que globalement, en fait, on avait des augmentations de ventes de l'ordre de 15% pendant la période de diffusion et de 9 à 7% en fait, après diffusion. C'est-à-dire qu'il y avait un effet de rémanence. Donc, pour les enseignes, de toute façon, c'est vrai que c'est tout bénef parce que l'équipement est gracieux. Ça permet de mettre en avant les produits et services distribués par le magasin. Ça fait de l'augmentation en termes de vente. Et puis, ça rapporte de l'argent, très, très simplement. Pour les clients au niveau local, en fait, aujourd'hui, on travaille sur la notoriété au travers de nos écrans. C'est-à-dire qu'on explique à nos clients, c'est bien joli de vouloir attirer quelqu'un par de la promotion, mais en fait, ça ne marche pas. Exemple, vous êtes une enseigne de restauration rapide. Hormis si vous êtes Quick, McDo ou Burger King, si vous êtes un indépendant, en fait, vous êtes quand même noyé au milieu de tout un tas de personnes et vous n'avez pas une notoriété suffisante. Hormis d'avoir la sandwich au pied de votre immeuble, c'est sûr que les personnes de l'immeuble vous connaîtront très, très bien. Voilà. En revanche, rien ne sert de faire des offres si vous n'avez pas une notoriété installée. Donc, dans un premier temps, ce qu'on considère, c'est de dire communiquer pendant plusieurs années chez nous pour que les gens vous identifient bien, que vous êtes la sandwicherie qui est à proximité de la station-service, qui est à côté de telle ou telle enseigne, etc. Et petit à petit, par d'autres leviers, vous pourrez générer du drive-to-store. Et ce qu'on fait pour apporter cette réponse complète à nos clients, c'est qu'on dit le drive-to-store, en revanche, on peut l'apporter via les réseaux sociaux. D'un côté, on continue de travailler l'autorité, c'est important pour des années. Et de l'autre côté, on va faire effectivement le drive-to-store via les réseaux sociaux,
une application qui permet globalement, via par exemple Facebook en l'occurrence, de soit distribuer du bon de réduction, soit de vanter les mérites d'une nouvelle recette, soit d'une journée exceptionnelle. Enfin, il y a tout un tas de raisons et de leviers à activer sur les réseaux sociaux qui sont complémentaires à notre média. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est vrai qu'on a des clients qui sont assez fidèles, qui reviennent d'année en année. Et c'est vrai que pour nous, c'est un petit peu le meilleur indicateur de retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on est un support un petit peu exclusif qui communique de manière assez intime avec l'automobiliste. Et on est sûr que son message y passe et qu'il est soit vu et entendu. Très clair. Est-ce que vous pouvez indiquer si le taux de remplissage en fait en publicité de vos écrans de manière globale? Alors, de manière globale, on peut dire qu'aujourd'hui, on est à un taux de remplissage qui oscille qui est aux alentours de 65%. D'accord. C'est pour ça que même, je veux dire, quand je parle de parc constant et de ce qu'on a déjà installé, on a encore effectivement un peu de marge de manœuvre pour aller un peu plus loin, même si le 100% n'est pas forcément le plafond réel, parce qu'aucun réseau, même les plus prestigieux, ne sont remplis à 5%. Et est-ce que vous avez d'autres partenariats dans les tuyaux avec des régies publicitaires en plus des récents partenariats, que ce soit avec JCDecaux, Immedia Center ou InStore, qui sont en cours de discussion? On discute avec d'autres entités, je ne peux pas en dire plus malheureusement, parce qu'on est vraiment dans le domaine de l'ultra confidentiel. Très bien. Peut-être prendre encore deux ou trois questions avant de terminer. Question d'Éric sur les annonceurs nationaux. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils reviennent après le trou d'air connu en 2022? Alors, le trou d'air de 2022, il faut bien rappeler qu'il est principalement conjoncturel, hein. La rareté des composants, on a bien vu que les constructeurs automobiles avaient des problématiques de stock de véhicules. Donc, qui dit problématique de stock, dit pas besoin de communiquer d'un point de vue national. On n'a pas le droit de donner de tendance, notamment sur 2023, mais très clairement, quand on regarde la télé, on voit bien que les annonceurs nationaux, notamment du monde automobile, sont revenus. D'accord. Et en fait, c'est important, on est toujours transparent, ce qui nous a permis d'être crédibles. On ne peut pas appeler ça, en fait, alors je comprends l'expression, effectivement, il y a une partie de notre chiffre d'affaires grand compte qu'on n'a pas eu l'année dernière, effectivement, hein. Un trou d'air, pourquoi? Alors, c'est important de l'expliquer aussi, hein. On va le prendre pour nous, il passe trop des excuses. C'est un secteur, effectivement, une BU chez nous, qui disposait de 3 commerciaux, mais effectivement, pas avec une personne d'expérience pour encadrer le tout. Donc, on a remédié à ça dès janvier 2023, c'est-à-dire il y a 3 mois, avec un directeur des grands comptes sur lequel on a communiqué, hein, vous verrez sur l'historique des publications LinkedIn. Donc, c'est quelqu'un qui est passé par Clear Channel, par JCDecaux, qui a connu une société plus petite que nous pendant 3 ans avant d'arriver chez nous, donc, ce qui était aussi un gage de rassurement pour nous, parce qu'effectivement, pas qu'il arrive d'une très grosse boîte à une boîte comme la nôtre. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui contribue à une excellente santé du T1 2023, j'en dirai pas plus. Mais les autres raisons du trou d'air aussi, après, elles sont un peu plus liées au marché automobile en direct. C'est-à-dire que l'année dernière, on est quand même sur un marché automobile qui a ralenti en termes de moyens dépensés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des problèmes en termes d'approvisionnement. Je rappelle tous les soucis qui ont été connus en termes de semi-conducteurs. La guerre en Ukraine, avec l'Ukraine qui produisait pas mal de choses pour l'automobile. Donc, des pénuries de véhicules et une pénibilité, enfin des difficultés plutôt à livrer. Donc, on avait des entités qui nous disaient, bon, on peut un peu communiquer, mais pas trop, parce que de toute façon, on n'a pas beaucoup de véhicules. Voilà. Donc, ça, effectivement, ça a contribué à faire chuter notre chiffre d'affaires. Mais je peux vous dire qu'on est revenu dans des standards, voire même bien meilleurs que ce qu'on n'a jamais connu. Question peut-être plus pour Aurélien. Quand seront publiés les comptes détaillés? Alors, ils sont en cours de mise en forme, hein, donc ils seront publiés bien entendu avant le 30 avril et ils seront disponibles sur notre site investisseur philopmedia.fr. Ok. Alors, est-ce qu'on peut connaître si vous l'avez, le turnover en fait du personnel interne, le taux de turnover? Alors, je vais distinguer 2 types de populations parmi nos collaborateurs, hein. Il y a les collaborateurs qu'on appelle les fonctions support qui sont au siège. Le taux de turnover est très faible. Alors, je ne le connais pas précisément, mais je pense que sur 2022, on a dû avoir peut-être un départ. Donc, faudrait que je fasse le ratio. C'est 1 sur 25 à peu Voilà, près, pour c'est vous donner 1 la sur tendance. 25. Et les 25 qui restent sont des commerciaux.
où on connaît un taux de turnover un peu plus important, mais qui reste malgré tout faible par rapport à ce qu'on peut connaître en fait sur le marché. On sait que la durée de vie, alors on a des commerciaux, c'est principalement des chasseurs qui généralement au bout de 3 ou 4 ans ont fait un peu le tour de leur secteur et en fait soit demandent à progresser en tant que manager, ce qui se passe si on a de la place. S'il n'y a pas de place, généralement c'est des gens qui partent. On a dû avoir je sais pas, 5-6 personnes qui sont parties sur 2022. D'accord. Une nouvelle question de Fabrice qui demande si vous avez prévu d'aller sur le secteur des transports publics, le bus, le train, les trams, l'avion. Alors, c'est une bonne question, c'est la deuxième bonne question de Fabrice. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, aujourd'hui, c'est la spécialité, c'est l'actif en transit. On est un acteur vraiment de la mobilité. De là à dire qu'un jour, on irait sur le bus, le train, le tram, l'avion, donc en gros, le terrain de chasse de Clear Channel, JC Deco et Média Transport, ça serait vraiment très prétentieux à l'heure actuelle. Et puis, je pense qu'on est sur un secteur qui a de la place pour pas mal d'innovations dans ce secteur-là du transport. Et je pense qu'on viendra plus essayer de vous surprendre avec de nouvelles sphères dans le domaine des transports publics que plutôt que d'aller faire du copier-coller face à ces grands mastodontes qu'on respecte énormément, mais qui sont quand même beaucoup plus costauds que nous. D'accord. Question de Nicolas qui s'interroge sur le fait de savoir si vous avez les financements nécessaires pour l'installation de nouveaux écrans prévus jusqu'à 2025. Et la deuxième question, combien ça coûte une installation? Alors, je vais répondre à la première partie. L'IPO, en fait, fait partie du plan d'investissement. Donc, c'est-à-dire qu'on a levé des capitaux essentiellement pour se structurer d'un point de vue financier et obtenir du cash. Très clairement, le cash est sur nos comptes et on est en cours de négociation avec l'ensemble de notre pool bancaire pour justement aller chercher le financement global. Donc, non, pas d'inquiétude à avoir sur ce financement. Le coût global, pour la deuxième question, alors on peut pas donner de chiffres précis. On peut pas donner de chiffres précis sur le coût d'une installation. D'accord. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. N'hésitez pas, donc la présentation sera mise en ligne sur le site dès demain avec le replay de ce webinaire. Merci à tous d'y avoir participé. Je ne sais pas si Manuel Aurélien voulait dire le mot de la fin. Écoutez, en fait, tout simplement, on vous remercie d'avoir été si nombreux aujourd'hui parce qu'effectivement, le nombre était assez impressionnant et on ne pensait pas qu'on aurait autant de personnes aujourd'hui. Je crois qu'on peut dire aisément qu'on était aux alentours de 80, Thomas, si je ne me On est trompe pas, au plus monté haut. à 80 personnes, absolument. 80 personnes. Donc, merci à tous, effectivement, d'avoir été aussi attentifs. On espère avoir été intéressant, avoir répondu à vos questions. Et on compte sur vous pour nous faire confiance à l'avenir et même venir renforcer certaines positions. Parce que je vous promets qu'effectivement, une entreprise qui est animée par la croissance, on a de nombreux projets et on est très ambitieux. Voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci messieurs. Bonne soirée à tous. On se donne rendez-vous peut-être préciser qu'on se donne rendez-vous en juin et en septembre. Oui, le 27 juin, donc ce sera la date de l'Assemblée générale annuelle et pour le chiffre d'affaires du premier semestre, donc le 19 septembre. C'est ça. Donc, on sera amené effectivement dans l'année pour répondre à une question que je viens de voir surgir aussi. On sera également amené à faire effectivement d'autres présentations de ce type. Absolument. Excellente soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir.